What is going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un nouveau challenge de Hack the Box. Ça sera un challenge très intéressant surtout pour les gens qui veulent se perfectionner en pentest, surtout pour les gens qui débutent dans le pentest. Et on verra tout d'abord comment faire une énumération basique sur le système distant. Ensuite, on verra un exemple parfait de vulnérabilité IDOR et comment l'exploiter pour accéder à des informations sensibles. Ces informations sensibles nous permettront d'accéder à distance sur le serveur. Donc, ça sera toujours intéressant de voir aussi le côté escalade de privilèges sur le serveur Linux pour avoir le flag root. Donc, ça sera le sujet de notre challenge aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de challenge parce que j'étais concentré sur d'autres projets. Et ce qu'on a vu précédemment sur la chaîne, c'est des challenges Try Hack Me. Mais dernièrement, j'ai fait une sorte de reconversion aussi à Hack the Box parce que j'ai trouvé que Hack the Box est beaucoup plus sophistiqué en termes de ressources pour apprendre et se perfectionner en pentest. Et du coup, j'ai fait cette transition. Et dorénavant, on verra beaucoup plus de challenges et de machines Hack the Box. Donc, le challenge d'aujourd'hui s'appelle CAP et on va sauter sur la machine Kali Linux pour voir comment ça marche. Mais avant ça, j'essaie d'organiser un événement CTF pour la communauté. Donc, si vous êtes intéressé par participer, je vous conseille de cliquer sur le premier lien dans la description et vous recevrez des emails pour vous alerter quand est-ce que l'événement sera lancé et tous les détails concernant cet événement. Donc voilà pour cette vidéo. On saute sur Kali Linux et on commence le challenge. Nous y voilà sur Kali Linux. Je vais utiliser la fonctionnalité plein écran. Et ça, c'est la page du challenge d'aujourd'hui. Donc, c'est un challenge qui est gratuit. Donc, vous connaissez déjà que les challenges retirés de Hack the Box sont payants. Mais ici, c'est un challenge retiré, mais qui est gratuit. Donc, vous pouvez y participer normalement. Et pour le challenge d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un challenge guidé. Donc, vous avez des questions qui vont vous accompagner dans la résolution du challenge. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Adventure Mode pour juste avoir deux questions. La première question pour mettre le user flag, c'est-à-dire une fois que vous avez mis les pieds sur le serveur distant, vous allez trouver un fichier qui est lisible par tout le monde. Ça, c'est le user flag. Et ensuite, vous avez le root flag, et ça nécessite une escalade de privilèges pour pouvoir le lire. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la méthodologie pour récupérer ces deux fichiers. Et ensuite, quelques paramètres avant de se lancer, c'est surtout la connexion VPN. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Connections et on va cliquer sur Machines parce qu'on va faire une machine qui s'appelle CAP. Et il y a aussi une section pour Starting Point. Vous pouvez la trouver ici à gauche. C'est une section qui ont créée récemment et qui est destinée pour les gens qui vraiment débutent dans le pentest. Donc, on clique sur Machines. Et là, on aura la possibilité de télécharger le fichier VPN qui nous permettra de se connecter, de nous connecter au réseau VPN. Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, je trouve le terminal ici avec mon nom, le nom de mon fichier labns.ovpn et vous allez utiliser l'utilitaire OpenVPN pour se connecter. Voilà. Donc ça, c'est la commande. Et une fois que vous êtes connecté, normalement, vous aurez une adresse IP ici au haut à droite de votre Kali Linux qui vous indiquera votre adresse IP au sein du réseau VPN, du réseau distant de Hack the Box. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas déjà une adresse IP, vous pouvez cliquer sur le bouton gris, le bouton vert plutôt, pour lancer la machine et joindre le challenge. Donc pour moi, j'ai déjà l'adresse IP, donc on clique dessus. Et on commence tout de suite. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un scan Nmap avec l'argument -a pour un scan intense. Je pense que c'est pas très clair. Voilà, parfait. Donc ça, c'est une commande qui va énumérer la surface de la machine Linux, les ports, les services qui sont
en cours d'exécution. Ce que j'aime faire aussi, c'est que j'aime aussi lancer l'outil Rust Scan. Donc, c'est un utilitaire qui n'est pas vraiment par défaut installé par défaut sur la machine, mais vous pouvez l'avoir directement depuis la page GitHub de Rust Scan. Pourquoi Rust Scan est important? Parce que ça vous permettra de confirmer les résultats que vous avez eus avec Nmap. Donc, on fait Rust Scan GitHub et cela va nous rediriger vers la page officielle de Rust Scan. Donc, c'est ce que je fais souvent, c'est que je lance un scan Nmap détaillé avec l'argument -a ou n'importe quel autre argument. Et ensuite, je lance Rust Scan. Rust Scan, c'est un scanner écrit en langage de programmation Rust. Et c'est un scanner rapide. C'est pas le cas, c'est pas comme Nmap. Nmap va prendre du temps pour énumérer chaque détail sur les ports et les services. Mais ici, Rust Scan, il va faire un scan rapide sur tous les ports pour juste détecter les ports ouverts. Donc, on peut voir qu'il y a 3 ports ouverts sur le détail ou sur le rapport de Rust Scan. On peut voir le port FTP, SSH et le service HTTP. C'est en fait les mêmes informations qu'on a eu avec Nmap. Donc, on peut voir le port 21, VSFTPD, on a le port SSH ou le service SSH et on a en dernier le port 80 pour le serveur web. Donc voilà, ça c'est la surface qu'on va essayer d'attaquer. Et la première chose ou le premier réflexe à faire, c'est bien évidemment de copier encore l'URL ou l'adresse IP et on va essayer d'accéder au serveur web. Pour l'installation de Rust Scan, elle est simple. Vous avez aussi un guide ici sur la page GitHub. Vous pouvez l'installer sur macOS, vous pouvez l'installer sur Kali Linux et vous avez une documentation détaillée. Et vous pouvez aussi l'installer via Docker. Donc, peu importe, l'essentiel, c'est d'avoir l'outil. On accède au serveur web. On voit que c'est une application très simple de gestion. On peut voir qu'il y a des graphes sur les événements sécurité, failed login attempts, port scans. Donc, c'est une interface de management pour les utilisateurs. Et on peut voir ici le nom de l'utilisateur Nathan. Je pense que c'est l'utilisateur par défaut. On peut cliquer sur Message, Settings. Tous ces boutons ne marchent pas. Logout, ça ne nous intéresse pas. On peut voir qu'il y a un formulaire de recherche. Home, on va cliquer sur Home pour voir ce qu'elle nous propose. Toujours, on a le dashboard et on voit aussi qu'il y a des sections ici, Security Snapshots, IP Config, Network Status. On clique sur Security Snapshots. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec chaque application web que vous testez. Il faut explorer les fonctionnalités de l'application web et meilleur que ça, c'est d'ouvrir Burp Suite et d'activer le proxy pour capturer toutes les requêtes et avoir une meilleure vision sur l'application. Donc ici sur cette page, on a les paquets. Donc on voit que number of packets capturés 000, number of IPs, number of TCP packets et on peut même télécharger la capture de trafic. On peut voir aussi ici dans l'URL qu'il y a le /data/11. Donc ça nous indique qu'il y a une filtration d'identifiants. Donc l'utilisateur Nathan, il a l'identifiant 11 dans cette application web. Donc on va essayer comme premier réflexe de changer ce numéro, cet identifiant. Et on voit que ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vulnérabilité idle qui nous permet de manipuler ce paramètre pour accéder aux informations d'autres utilisateurs. Donc quand j'ai mis 10, j'ai eu d'autres informations. C'est des informations peut-être d'un autre utilisateur. On ne peut pas le voir ici dans le nom de l'utilisateur, mais c'est forcément ça parce que si je change encore une fois vers le numéro 9, on voit que 000. Un autre numéro à essayer ou un autre identifiant intéressant, c'est le 0 et c'est généralement l'identifiant de l'administrateur sur l'application. Et on peut voir qu'il y a d'autres résultats qui sont forcément d'un autre utilisateur autre que l'utilisateur Nathan et l'utilisateur avec l'identifiant 10. Donc ça, c'est intéressant. On va cliquer sur Download pour voir les paquets de cet utilisateur. Je vais le nommer root. Je vais mettre ce fichier pcap
dans le répertoire documents. On clique sur ipconfig et on voit qu'il y a le résultat de la commande ipconfig sur le serveur distant. On voit l'adresse IP ici, qui est la même que celle ici sur la page du challenge. Ça, c'est toujours intéressant. Network status. Donc, cette page, pourquoi elle est importante? Parce que non seulement ça nous donne d'autres détails sur le réseau, mais aussi ça nous donne une idée sur est-ce que ce serveur est connecté à d'autres réseaux internes. Ce que nous permettra de faire un pivotage sur le réseau interne une fois qu'on a fait une pénétration réussie sur le serveur. On clique sur Network Status et on voit que cette page nous donne l'état de chaque port sur le serveur. C'est le résultat de la commande netstat. Et cela, c'est aussi important parce que ça peut nous donner une idée sur d'autres ports qui seront ouverts sur le réseau interne et sur le réseau externe aussi. Donc, ce sont les sections sur cette application web. On a téléchargé un fichier et on peut maintenant l'explorer. On peut se déplacer vers le répertoire Document. Donc, je vais me déplacer vers Documents. Et là, j'ai le fichier root.pcap que je peux ouvrir avec Wireshark. Donc, pardon, c'est pas ça. Et revenons sur le terminal. Donc, ça sera Wireshark root.pcap. Et cela va ouvrir le fichier de trafic avec Wireshark. Il y a les couleurs et tout. 3 sections, une section pour les paquets, les détails sur le paquet et le format hex du paquet. On peut voir qu'il y a 72 paquets, pas très gourmands, et on peut explorer ça très rapidement. On peut voir qu'il y a des paquets TCP, HTTP et FTP. Donc FTP, c'est toujours intéressant, HTTP aussi, parce que ce sont deux protocoles qui ne sont pas cryptés. Du coup, on peut voir clairement les détails transmis via ces deux protocoles. On peut voir qu'il y a une requête GET via le protocole HTTP. On peut voir le contenu. Donc, on a GET HTTP, une requête qui a été envoyée à cette adresse IP spécifique. Ça, c'est le user agent. Et on va essayer s'il y a un transfert d'informations sensibles qui nous intéressent et qui peuvent nous aider à router le serveur. Donc, on peut voir des three-way handshake, comme vous pouvez le voir, SYN, ACK, etc. Il y a une page static main CSS. On peut aller ici sur File, Export Objects, cliquer HTTP, voir si on peut exporter des fichiers transférés. Pour le moment, on voit juste main.css qui est le fichier qui contient le code CSS. Favicon.ico, c'est tout simplement une petite image ou une icône. Ensuite, on a quelques requêtes avec l'erreur 404 not found. Et on passe au protocole FTP. Donc, toujours, on a le protocole FTP. On peut étendre cette section File Transfer Protocol pour voir les détails. Et on peut voir qu'il y a une requête avec l'utilisateur Nathan. Donc, clairement, request command user et l'utilisateur c'est Nathan. Et juste après, on peut voir qu'il y a un mot de passe qui a été transmis en clair. Et cela va nous permettra de prendre ce password, de voler ce mot de passe et le stocker quelque part. Donc, on aura besoin de ça pour se connecter au service FTP en tant qu'utilisateur Nathan. Comme vous pouvez le voir, login successful, ça c'est un message très important parce que ça nous indique que le mot de passe et l'utilisateur, le nom d'utilisateur sont corrects. Ensuite, on a quelques commandes que l'utilisateur a exécutées sur le service FTP. On a le 6, la commande list, list-all pour lister tout le contenu. Et on peut même voir un fichier qui s'appelle notes.txt failed avec un message d'erreur failed to open the file. Ensuite, l'utilisateur a quitter le service FTP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter Wireshark et je vais essayer de me connecter au réseau FTP.
avec l'adresse IP qui est la 245 et l'utilisateur ça sera Nathan et le mot de passe sera le mot de passe que je viens de récupérer de Wireshark. Parfait, on voit que login successful, c'est-à-dire qu'on a pu nous connecter au réseau VPN, c'est pas au réseau VPN, pardon, au service FTP et on peut faire ls pour voir le contenu. Donc on a deux répertoires, le répertoire here et snap. On a le fichier user.txt, donc on va le récupérer. Donc get user.txt. Une fois on a récupéré le fichier, on va explorer les autres répertoires. Je fais cd snap ls. Encore un autre répertoire ls, linux container, c'est pas linux container, linuxd, quelque chose comme ça. Ensuite current, ça c'est un fichier. Donc on va essayer de le récupérer. Donc ça sera current. Fail to open file, c'est pas grave. On va se déplacer vers common. On a un autre répertoire qui s'appelle config. Et là, on a un fichier qui s'appelle YAML. Config.yaml. Donc c'est un fichier de configuration clairement. On le récupère et on revient en arrière pour explorer l'autre répertoire. Voilà, donc on va se déplacer vers here, ls, hihi, donc ça sera un rabbit hole je pense. Ok, c'est un rabbit hole. Voilà, donc on va quitter le service FTP et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lire le fichier config.yaml et clairement c'est un fichier qui va chercher une image, l'image Linux Containers. Et c'est tout. Donc il n'y a rien d'intéressant sur ce fichier de configuration qui est, je pense, en relation avec une configuration de conteneur sur le serveur. Mais aussi, on a le deuxième fichier user.txt et là, on trouve le premier flag, le user flag que vous allez devoir mettre ici dans cette première section user flag. Une fois on a eu le premier flag, il nous reste le deuxième flag, le root flag. Et pour l'avoir, il faut qu'on se connecte sur le serveur distant. Donc je vais utiliser les mêmes crédentiels d'FTP pour l'utilisateur Nathan. Donc SSH Nathan, l'adresse IP du serveur distant 245. Et on va utiliser le mot de passe de Nathan. Paste. Parfait. Donc ici, on est connecté en tant que Nathan. Je lance la commande sudo L pour voir s'il y a des privilèges spécifiques pour cet utilisateur. Et on voit que l'utilisateur n'a pas les permissions pour exécuter la commande sudo, ce qui est OK. ls, et on voit qu'on est sur le répertoire personnel de l'utilisateur Nathan. On a le même fichier user.txt avec le même flag. Si vous comparez les deux, c'est le même flag. Et on voit le répertoire here et le répertoire snap. On n'a pas la commande tree, c'est OK, c'est pas grave. Donc je vais utiliser ce script qui s'appelle leafpad. En fait, c'est un script d'énumération. Il s'appelle pas leafpad, il s'appelle linpias. Donc je peux le chercher ici sur Google. Donc lin GitHub. Donc c'est un fichier d'énumération pour les systèmes Linux. Il y a un autre équivalent pour les systèmes Windows. Vous pouvez le télécharger. Je pense qu'on peut le télécharger directement depuis en utilisant cette commande. Et vous pouvez le transférer. Donc je vais vous montrer comment le transférer, comment le télécharger, le transférer. Donc je vais me déplacer vers Music, je vais le télécharger. Voilà, parfait. Sinon vous pouvez utiliser wget, ok, avec ce lien direct. Voilà, paste. Une fois téléchargé, on va lancer
un serveur web Python et on va le télécharger directement ici. Donc HTTP, l'adresse IP de Kali Linux qui est la 10, l'adresse que vous voyez ici à droite. Pardon, 10.10.15.47. N'oubliez pas le port. Ensuite, le nom du fichier qui est celui-là. C'est un fichier SH qu'on va exécuter pour énumérer rapidement le serveur. Voilà. Parfait. On arrête le serveur web et on va exécuter le fichier. Donc, chmod, on va lui donner les permissions d'exécution. Comme ça, ls, parfait. Et maintenant, on peut le lancer. Donc, c'est un script très important parce que ça va automatiser toutes les étapes pour l'énumération dans l'énumération d'un serveur Linux. Mais vous pouvez aussi faire l'énumération de façon manuelle. J'ai une documentation personnelle que j'utilise, donc je vais vous montrer rapidement. La voici. Voilà. Donc j'ai mes notes personnelles dans Gitbook. Je peux partager ça avec vous, c'est avec plaisir. Juste mentionnez-le dans les commentaires. Et j'ai ma propre méthode pour énumérer un serveur Linux de façon manuelle. OK? Mais si vous voulez pas faire la façon manuelle, vous pouvez utiliser des scripts comme celui-là pour énumérer de façon rapide et automatique. L'avantage de la façon manuelle, c'est que vous pouvez l'utiliser même s'il y a des mécanismes de défense sur le serveur, parce que plusieurs antivirus ou n'importe quel IDS peut détecter ce genre d'outils et le bloquer. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est en rouge surtout, parce que tout ce qui est en rouge, c'est peut-être des méthodes pour exploiter le serveur et escalader le privilège, ce qui est notre but pour le moment. Première chose, on voit qu'il y a peut-être des CVE, c'est-à-dire des vulnérabilités sur le serveur. Sudo baron same date. Baron, c'est la même vulnérabilité. Donc voilà, première chose, on a plusieurs setuid screen. Donc je sais qu'il y a un exploit sur le web qui va exploiter cet utilitaire pour escalader les privilèges. Et encore, on a directement un lien qui va nous rediriger vers l'exploit. Et on peut utiliser ça pour escalader les privilèges. Donc ça, c'est la première chose qu'on note. Deuxième chose, on a des CVE qui sont assez récents, 2022, 2021, 2022, et qui peuvent aussi nous aider dans l'escalade de privilèges. Donc, celui que je suis sûr qu'il nous aide dans l'escalade de privilèges, c'est celui-là, parce que je l'ai déjà vu auparavant et je l'ai déjà utilisé. Mais ça n'empêche pas de découvrir d'autres méthodes plus simples pour l'escalade de privilèges. Il faut faire attention, très attention aux exploits que vous utilisez, parce qu'il y a des exploits qui sont un peu déstabilisants pour le système d'exploitation. Et du coup, on veut causer le minimum de chaos et le minimum de dégâts sur le réseau de notre client. Voilà, donc on va continuer. On voit aussi quelques lignes en rouge concernant des fichiers de connexion ou des fichiers de socket. Encore une fois, Unix Socket Listening, c'est en concernant les connexions. Et une autre section très intéressante à vérifier, c'est les permissions setuid et setGroupID. Donc, analyzing FTP files, et on peut voir qu'il y a quelques problèmes avec la configuration de FTP. Toujours, les misconfigurations sont importants. On a aussi Searching Uncommon Password Files. Toujours, c'est intéressant de découvrir et de parser tous ces fichiers à la recherche d'informations sensibles. Et vous avez aussi les clés SSH. Ça, c'est super important aussi, parce que si vous trouvez des clés privées qui ne sont pas bien configurées, vous pouvez les prendre et les utiliser pour vous connecter à distance. Des informations sur les certificats, etc., etc. Et voici la section qui nous intéresse, setuid. C'est un bit, c'est une permission qu'on peut donner à des fichiers pour permettre aux utilisateurs
d'exécuter ces fichiers en tant que route et on peut utiliser ça si c'est mal configuré pour escalader les privilèges. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs lignes en rouge que l'outil a trouvé intéressant et ça nous donne une idée sur le chemin qu'on devrait prendre, le chemin d'escalade de privilèges. Et du coup, on peut voir qu'il y a potentiellement des fichiers ou des binaires qui ont le setuid intéressant. On peut voir qu'on a umount en rouge, sudo, at, tout ça, c'est intéressant. Vous avez aussi setGroupID toujours. On a un seul utilitaire, le fichier binaire at. Et on peut voir qu'il y a peut-être potentiellement une vulnérabilité qui touche cette version. Sachant que, comme vous pouvez le voir, l'année 2018, c'est assez ancien. Ensuite, un autre élément très intéressant à explorer, c'est les capabilities. Les capabilities, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant. C'est tout simplement, c'est des permissions granulaires que l'administrateur va donner à certains programmes pour leur permettre de fonctionner d'une façon optimale. Et certains de ces capabilités ou de ces capacités sont très dangereuses parce qu'ils donnent des capacités énormes, des capacités administratives à cet utilitaire ou à ce programme, ce qui permet à un attaquant d'utiliser ce fichier, ce programme qui a cette capacité pour escalader les privilèges. Et instantanément, on peut voir en jaune ici, en jaune et en rouge, qu'il y a le programme Python 3.8 qui a deux capacités intéressantes. La première, c'est la capacité de mettre le UID, de spécifier le user ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur. Et la deuxième capacité, c'est une capacité qui lui permet de se lier et d'ouvrir des ports en dessous des ports 1000. Donc, ce sont deux qualités administratives que seul l'administrateur root peut faire sur une machine Linux. Et l'administrateur a donné ces deux capacités au programme Python 3.8. Il y a aussi des capacités pour d'autres programmes comme le programme Ping pour une capacité de réseautage, Traceroute, même chose. Vous avez MTR Packet, une capacité de réseautage. Et ce sont en fait trois outils qui ont besoin de ces capacités. Mais pour Python 3.8, cette capacité cap setuid va nous permettre d'utiliser n'importe quel identifiant d'utilisateur, n'importe quel utilisateur, on peut prendre cette personnalité et l'utiliser pour exécuter des programmes. Donc, la ressource qu'on a besoin pour escalader le privilège, exploiter cette capacité, c'est GTF Obins. On a déjà vu cette ressource. Donc, ça s'appelle GTF Obins. Et je vais vous supprimer cette... On va se diriger vers la page principale, le dashboard. Et là, on peut chercher Python et on va cliquer sur Python parce que c'est Python qui est mal configuré dans ce cas-là. Et on peut voir qu'il y a plusieurs sections, reverse shell, shell. S'il y a un problème avec le setuid avec Python, on peut l'exploiter pour escalader le privilège. Sudo, même chose. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les capabilities. If the binary has the Linux cap setuid capability set or it is executed by another binary with the capability set, it can be used as a backdoor to maintain privileged access. Donc, on peut utiliser cette commande pour maintenir les privilèges de route, c'est-à-dire manipuler le cap setuid capacité pour maintenir les privilèges du super utilisateur. Je prends cette commande, je reviens sur le terminal et je vais spécifier le chemin direct qui est user bin python 3.8. Donc ça sera user bin python 3.8 et je mets la commande qui est -c pour exécuter la commande. Importer la librairie OS. Ensuite, on va mettre le user ID 0. Si vous vous rappelez, le user ID 0, c'est généralement l'administrateur ou le root sur le système. Et ensuite, on va appeler la méthode
bin sh pour lancer un shell sur le système. Entrez et vous allez voir qu'on a eu un changement dans le terminal. Et si on fait who am I, vous allez voir qu'on est root sur le système. Et maintenant, on peut lire des fichiers intéressants comme le fichier shadow. On peut se déplacer vers root et faire ls pour lire le fichier root.txt. Et voilà le deuxième flag pour le root flag que vous allez mettre dans la deuxième section ici. Submit root flag pour conclure le challenge. Et c'est ça le challenge cap. Donc c'est un challenge que je trouve intéressant et c'est un challenge très facile qui permettra aux gens qui veulent débuter dans le pentest, surtout le pentest réseau, de déguster un peu cette niche ou cette spécialité du pentest. Et c'est toujours intéressant aussi de voir d'autres challenges sur Hack the Box parce que je trouve que ce sont des challenges un peu plus intéressants que ceux sur d'autres plateformes comme Try Hack Me. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la section de commentaires. Si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez trouver les réseaux sociaux dans la description. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email si vous voulez me contacter en privé. Donc voilà pour cette vidéo. J'apprécie vraiment votre attention et on se retrouve dans la prochaine. Peace.